J'étais au lycée français de Los Angeles en 66. Donc, et je suis revenu à Paris en février 68. Voilà. J'ai pas raté. J'ai travaillé sur Peau d'âme. J'étais stagiaire à la mise en scène sur Peau d'âme. J'ai fait plein d'albums avec Rochette, dont Le Transpersonnage, qui est devenu le film de Bong Joon-ho. Je m'appelle Benjamin Legrand. Et je suis scénariste, romancier, scénariste de BD aussi, et traducteur. J'ai même fait un peu de théâtre. Et j'ai écrit des séries, des films et des dessins animés, beaucoup. Et voilà. Donc je suis multicarte et traducteur de grands auteurs comme Tim Willocks et Tom Wolfe, qui ont tous les deux les mêmes initiales. J'ai traduit Le Bûcher des Vanités. J'ai eu le prix Gutenberg au Salon du Livre de 1989, pendant le mur de Berlin, et c'est l'éditrice qui est partie avec le prix. Et je l'ai retrouvé après sa mort, l'attaché de presse, des années plus tard, m'a rendu ce magnifique trophée, parce qu'à l'époque, au Salon du Livre, il faisait des choses très belles. C'était un escalier en bronze, fait avec des vieux livres. Et elle était partie avec. Et on me l'a rendu 20 ans plus tard. Voilà. À quoi servent les histoires? Moi, ça me servait, quand j'étais tout petit, ça me servait, j'en inventais déjà des histoires. Dans mon lit, voilà, je m'inventais des histoires parce que je lisais, j'ai appris à lire. Ma mère m'a appris à lire à 3 ans et demi, je savais lire. Donc j'ai dévoré des livres qui étaient pas vraiment de mon âge, parce qu'il n'y avait pas de littérature pour les petits. Alors j'ai lu très tôt, à 5 ans, je lisais Alexandre Dumas, quoi. Donc ça ouvre la tête, et donc on s'invente des histoires. Je faisais de la pâte à modeler, et je faisais des petits personnages, je construisais des espèces de châteaux forts en pâte à modeler. J'inventais tout un tas d'histoires avec des personnages, et je coupais des allumettes en tout petit pour faire des flèches, pour pouvoir les buter, comme avec des archers. Bon, enfin, voilà. Je me suis beaucoup amusé, ça n'avait pas de jouets vraiment, je faisais tout en pâte à modeler, et je dessinais aussi, et je faisais du piano. Voilà, donc c'était... qu'à quel besoin ça... je sais pas... je raconte d'abord des histoires parce qu'on a envie d'en raconter aux autres. Et donc avant de les raconter, il faut bien les inventer, quoi. Je racontais des histoires à mon petit frère, voilà, qui est mort là, il y a 2 mois. Je suis né dans une famille de musiciens, moi. Donc j'avais un héritage musical énorme, donc je me suis dit, je ne peux pas en faire de la musique. Enfin, j'ai fait du rock'n'roll quand j'étais jeune, mais avec des potes, mais je me suis dit, bon... Et après, j'ai voulu être metteur en scène. C'est ça que je voulais faire. J'ai commencé comme assistant réalisateur avec des gens assez connus à l'époque, comme Molinaro, un Anglais qui s'appelait Christopher Miles, et je ne sais plus qui d'autre, enfin bref. Et là, je me suis aperçu que metteur en scène, quand on voulait vraiment faire un film, j'allais passer 5 ans de ma vie à trouver l'argent, et qu'il valait mieux essayer d'écrire des histoires plutôt que d'essayer de les mettre en scène, parce qu'il faut faire un boulot de producteur quand on est réalisateur. Donc, je me suis orienté comme ça, voilà, totalement par moi-même. Je suis autodidacte complètement. Mais j'ai eu la chance d'aller à Hollywood quand j'avais 16 ans, donc j'avais de l'avance sur mes copains parce que j'ai vu toutes les séries américaines avec 20 ans d'avance, quoi. Donc, et j'ai eu la chance d'être bilingue aussi quasiment, donc parce que j'étais au lycée français de Los Angeles en 66. Donc, et je suis revenu à Paris en février 68. Voilà, j'ai pas raté. On a occupé le lycée, je suis revenu dans mon lycée pour passer mon bac en 68. Et là, j'ai commencé à travailler comme assistant réalisateur, stagiaire, puis après, voilà, c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était qu'un scénario en ayant un dans la main et en ayant surtout
un talkie-walkie pour ramener les figurants, ce genre de choses, ou faire des repérages. C'était vachement bien. J'ai travaillé sur Peau d'âme. J'étais stagiaire à la mise en scène sur Peau d'âme. J'ai emmené Catherine Deneuve avec sa robe de soleil dans la 204 de ma mère. Quand même, c'est des trucs qui s'oublient pas. Et, en Amérique, ils ont un truc très simple, c'est what they say and what they do. Point barre. C'est tout ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Donc, ils rentrent, ils s'assoient sur la chaise et ils parlent. Voilà. C'est ça le scénario. C'est la grosse différence avec un roman, quoi. Et avec ce qu'ils appellent aussi un traitement, parce que là, un traitement, c'est plus proche du roman, par exemple. Mais c'est tellement chiant d'écrire des dialogues indirects que moi, quand j'écris un traitement, je mets des dialogues dedans. Donc, j'ai ma méthode à moi, je suis en train d'en faire un en ce moment, et donc je mets. Je sais pas, je suis vraiment autodidacte. J'ai passé le concours d'entrée à l'IDEC. À l'époque, il y avait 1000 candidats, quand même. Et il y avait un premier écrémage, on n'était plus que 100. Et après, ils en prenaient 16. C'est à l'époque où l'IDEC était au cinéma le Ranelagh. Voilà. Et j'ai été étendu à l'oral parce que la première question qu'on m'a posée, ils étaient 3, il y en avait un qui se marrait, c'était Guédiguian, mais les autres, c'était pas marrant du tout. Et la première question, c'était pourquoi vous voulez faire du cinéma? À quoi j'ai répondu, si je voulais faire du théâtre, je ne serais pas là. Voilà. Ça n'a pas plu. Et après, il m'a dit, alors ils m'ont dit, pourquoi vous voulez rentrer à l'IDEC? J'ai dit, c'est parce que j'habite juste à côté. Ce qui était vrai. Donc voilà, j'ai pas fait l'IDEC, j'étais 32e. Mais j'avais des potes qui étaient rentrés dedans, donc on a commencé à faire des films underground, puis avec des caméras, parce que je m'étais inscrit à Vincennes, il y avait aussi, je suis allé 3 fois, il y avait une première tentative de faire du cours de cinéma à la fac de Vincennes. Mais quand tous les gens qui étaient là-bas ont vu qu'on ne pourra pas jamais ils nous laisseraient nous servir des caméras, ce truc-là n'a plus fonctionné. Par contre, il y avait à la même époque, il y avait le patron de la Cinémathèque qui donnait des cours d'histoire du cinéma à Nanterre et qui projetait. J'ai vu tous les premiers films. Il y avait les Méliès, les Louis Lumière, tous ces trucs-là. C'était passionnant de l'écouter parler, lui. Voilà. Ça, c'était une bonne école de cinéma. Ça dépend si je suis tout seul, ou si je travaille avec un metteur en scène, ou si je travaille avec un scénariste. Ça dépend aussi si on est déjà en phase de payer, ou si j'écris pour moi, comme un roman où j'écris pour moi, je ne veux pas. Et j'ai travaillé avec des scénaristes pas connus, mais vraiment bien. Et malheureusement, ils sont morts. Il y a des gens avec qui j'aimais beaucoup travailler. On a écrit j'ai écrit les 4 derniers épisodes de Nestor Burma à la télé avec un pote que j'adorais qui s'appelait Daniel Rich, qui était un très très grand scénariste et qui est mort d'un cancer pas longtemps après. Donc, et les 4 derniers épisodes de la série, avec Guy Marchand, ils étaient vraiment bien. Et on en avait 2 autres qu'on avait écrits déjà. Et il y a une dame qui a été nommée à ce moment-là à France Télévisions directrice de la fiction, qui a viré Burma de l'antenne en disant « j'aime pas cette série, j'aime pas Guy Marchand, c'est un macho ». Voilà. Et alors que c'était la série qui marchait la mieux sur France 2. Voilà. On s'est retrouvé avec 2 scénarios écrits qui n'ont jamais été tournés. Voilà. Ça arrive souvent. J'ai écrit, chez moi, j'ai une pilote comme ça de scénarios écrit, pas tourné. Alors maintenant, je fais du recyclage. De temps en temps, je en prends un, puis je vois si je peux pas en faire une BD. Ah non, j'en prends un. Oui. je le transforme en autre chose. Ouais. Mais je suis un peu un franc-tireur dans le métier, quoi, depuis toujours. Je sais pas. Là, j'ai failli travailler avec Tavernier, on était devenus très amis parce que j'ai siégé à la SACD avec lui pendant 6 ans. Et là en bas, la dernière fois que je l'ai vu, c'était pas longtemps avant sa mort, au Quai du Polar, l'année d'avant. Voilà.
J'aurais bien aimé travailler avec lui. Ah, ça, voilà, ça c'est la grosse question. J'ai adapté moi-même un de mes romans, qui était chez Au Seuil, d'ailleurs, qui est en point. C'est le seul bouquin que j'ai qui est en point, qui s'appelait Le cul des anges, voilà, qui est un roman noir, vraiment bien. Et je suis tombé sur un producteur qui voulait que ça soit Tarantino qui me mette en scène, enfin des mecs ils rêvent, quoi. Et il m'a fait refaire, jusqu'à ce que je sois presque dégoûté de mon propre livre, quoi. Et c'est donc, et le film, le truc, c'est toujours pas fait. Ça fait 6 ans ou 7 ans qu'il est là-dessus, le mec. Il a épuisé toutes les options. Et maintenant, j'ai arrêté. On a beaucoup c'est une vie très difficile quand même, l'écriture. C'est pas du tout. Il suffit pas que des gens vous aiment bien pour que ça vous nourrisse, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a la traduction, c'est pas mal, mais c'est bien payé quand il y a beaucoup de pages, quoi. C'est-à-dire quand on fait un Tom Wolfe ou un Tim Willox qui ont les mêmes initiales, mais que les 4 bouquins que j'ai traduits, les 2 Tim et les 2 Tom, eh ben, ils faisaient presque exactement le même nombre de pages. Il y a des hasards extrêmement curieux dans la vie, quoi. C'est 1432 feuillets. Voilà. C'est énorme. Quand on passe la page 1000 sur son ordinateur, ça fait quand même, avant à la machine à écrire, d'abord. Tom Wolfe, il n'y avait pas d'ordinateur, comme en 89 encore. Parfois, moi, j'en avais pas. Tom Wolfe et Tim Willox, La religion, et après les 12 enfants de Paris. Et Tom Wolfe, c'était Le bûcher des vanités et Un homme, un vrai. Un homme, un vrai, c'est un super roman qui n'a pas eu de succès, mais qui était un super roman, vraiment. Mais là, comme c'est payé à la page, la traduction, 1400 feuillets, ça fait vraiment de l'argent. Et alors maintenant, j'ai marrant parce que le bouquin de Tim, La religion, c'est une amie à moi, américaine, qui me l'a fait lire, parce qu'elle est une copine de Tim aussi. Je ne savais pas qu'elle était copine avec ce... Et elle me fait lire ce truc-là, et je me dis, putain, mais je veux le traduire, ça, moi, parce qu'il n'était pas traduit. Alors je commence à faire le tour de tous les éditeurs que je connaissais à Paris, pour que je faisais des traductions, et ils me disaient tous, oh là là, c'est trop épais, c'est trop cher en traduction. Je leur dis, mais putain, c'est un chef-d'œuvre ce bouquin. Moi je veux le traduire, c'est un chef-d'œuvre. Et puis pendant ce temps-là, ma copine me rappelle, elle me dit ça y est, Tim, il a trouvé un éditeur, c'était Sonatine, qui venait de commencer, venait d'ouvrir un peu. Et j'ai dit, je ne connaissais pas Tim à l'époque, j'ai dit, dis-lui que je veux les traduire. Et elle a dit à Tim, j'ai un copain qui veut traduire ton bouquin. Et on s'est rencontrés, et il a dit oui, il a exigé que ce soit moi. Et voilà comment on s'est connus. C'est marrant, hein. Ah, ça, je l'ai fait beaucoup, ça. J'ai beaucoup aidé des jeunes mecs ou nanas qui venaient, qui étaient dans des facs ou à travailler sur ça. Et qui m'en faisaient même venir. J'étais à l'université de Grenoble, je les ai bougés comme ça, en Bretagne aussi, pour leur expliquer que ça va être très dur. Qu'il ne faut pas croire que c'est facile, quoi. Et il y a beaucoup de chance aussi dans la vie. Et la chance, c'est les rencontres. Et quand on rencontre... moi, j'ai eu la chance de rencontrer les plus grands dessinateurs de BD. J'étais Tardy, Druillet, Bilal et Rochette. Bon, j'ai travaillé avec Bilal dans un scénario de film qu'il n'a jamais tourné, mais j'ai travaillé avec Tardy, j'ai travaillé avec Druillet, et j'ai fait plein d'albums avec Rochette, dont Le Transpersonnage, qui est devenu le film de Bong Joon-ho, voilà, qui après est devenu la série coréenne, et je suis devenu moi très très copain avec Joon-ho. C'est un ami maintenant. Et donc ça c'est la chance, quoi. C'est une histoire abracadabrante, parce qu'il venait de mettre au pilon la BD la suite du Transpersonnage qu'on avait fait avec Rochette, parce qu'au départ c'était Loeb, le scénariste, qui était mon maître au scénario, c'était lui, au scénario de BD.
Jacques Lob, c'est le seul scénariste qui a eu le Grand Prix d'Angoulême. C'est pas... Il y a des scénaristes dessinateurs qui ont eu le prix aussi, mais le seul scénariste, c'était Jacques Lob. Et j'ai fait... Rochette, un jour, me dit, mais si on faisait une suite au transpersonnage, peut-être 10 ans avant la mort de Jacques, après la mort de Jacques, j'ai dit, mais c'est... Je lui ai dit, t'es marrant, toi, à la fin de votre bouquin, tout le monde est mort sur Terre, il y a juste le train qui roule avec personne dedans. Et la Terre est complètement gelée. Il me dit, t'es scénariste, tu te démerdes. Voilà. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'un deuxième train. Voilà, c'est ça, être scénariste, c'est pouvoir répondre à chaque question, soi-même déjà, dans sa propre tête. Comment je fais? Il n'y a plus personne sur Terre, il y a un train qui roule à tout seul autour de la Terre, c'est une fable en fait. Mais comment faire pour que cette fable continue? Donc là, je me suis dit, s'il y avait un deuxième train et que les gens du deuxième train vivent dans la terreur de rentrer dans l'autre train il n'y a plus personne, mais qui roule toujours sur la même voie. Donc voilà. Et à partir de là, une fois qu'on a un petit déclic, alors là, c'est le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Les écrivains de science-fiction ont déjà écrit tout ça. Oui, c'est la mort. C'est la mort de la Terre, c'est la mort de tout ça. Cameron, il dit que c'est lui qui a inventé Terminator. Ouais, mais c'est ça l'intelligence artificielle, c'est rien d'autre. Hein. Vous mettez de l'intelligence artificielle dans un char vaisseau, si l'intelligence artificielle... Il y a un truc que j'ai lu quelque part, au début de cette histoire d'intelligence artificielle, c'est que des savants avaient mis face à face deux intelligences artificielles. Voilà. Pour qu'elles communient ensemble, et ben, au bout d'une demi-heure, elles avaient un langage à elles que les mecs n'arrivaient plus à comprendre. Donc, et là, ils ont été obligés de débrancher tout à toute vitesse parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'elles étaient en train de faire, les deux machines. Voilà. Donc, moi, l'intelligence artificielle, c'est niette. Mais totalement zéro. C'est pas vrai, c'est des trucs de paresseux, ça. Et alors, ils n'entendent pas de l'intelligence artificielle pour faire le boulot des femmes de ménage. Alors, il ferait mieux de faire ça. Ouais. Mais essayer de remplacer le cerveau humain par un cerveau dont n'importe quel humain pourrait s'emparer, et qui pourrait s'emparer lui-même du cerveau des êtres humains, ben non, on va droit dans le mur, là. Mais si on dit ça, on passe pour un imbécile. Ou par un écrivain de science-fiction, ce que je suis aussi, fou. Voilà. Donc là, oui, il doit être fou. Hein.